bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine en français sur Mandarin TV. Sans transition, voici les titres de l'actualité. Alors que la Chine enregistre 10 nouvelles infections, une étude chinoise montre que les symptômes du Covid-19 peuvent durer jusqu'à 6 mois et même s'aggraver. Les épidémiologistes chinois et américains appellent à une coopération mondiale pour lutter contre l'épidémie. Ils ont échangé leur point de vue lors d'une conversation en ligne organisée mardi soir à l'Université d'Édimbourg. Malgré la crise sanitaire et diplomatique, la Chine reste le plus grand partenaire commercial des États-Unis, notamment grâce à une augmentation des exportations américaines vers la Chine. La Chine en tête dans l'innovation technologique selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Les dépôts de brevets chinois ont continué de croître l'année dernière. Comment répondre au manque de sommeil chez les jeunes Chinois? Selon un nouveau rapport, 80% d'entre eux ne dorment pas suffisamment pendant les jours d'école. 10 nouvelles infections au Covid-19, c'est le dernier bilan en Chine. Mais si la situation sanitaire est sous contrôle dans le pays, une étude chinoise montre que les symptômes du Covid-19 peuvent durer jusqu'à 6 mois et même s'aggraver. Un phénomène appelé Covid long. Les explications dans ce sujet. La Chine a recensé 10 nouveaux cas confirmés de contamination au coronavirus au cours des 24 dernières heures contre 11 la veille. Voilà ce qu'ont rapporté mercredi les autorités sanitaires. Dans un communiqué, la Commission nationale de la santé a indiqué que tous les nouveaux cas concernaient des personnes arrivées de l'étranger. Le bilan de l'épidémie dans le pays s'élève donc toujours à 4636 morts, bien en dessous de ses voisins internationaux. Cependant, une récente étude chinoise montre que les symptômes peuvent durer jusqu'à 6 mois et même s'aggraver. Publiée dans la revue médicale The Lancet menée à Wuhan, le berceau de l'épidémie, l'étude révèle que les symptômes des patients peuvent durer jusqu'à 6 mois après leur infection. L'enquête a été réalisée sur 1733 malades hospitalisés au début de l'année dernière dans un hôpital de la mégalopole de Wuhan. Pour réaliser cette étude, les patients dont l'âge médian était de 57 ans devaient marcher pendant 6 minutes sans discontinuer. Après l'effort, 76% affirmaient souffrir de symptômes liés à la maladie, 6 mois après leur infection. Les principaux symptômes listés sont la fatigue et les faiblesses musculaires, mais plus d'un quart des personnes interrogées révélaient aussi souffrir de troubles du sommeil, d'anxiété ou de dépression, alors que seuls 4% de ces malades avaient été hospitalisés en réanimation ou en soins intensifs. Plus inquiétant encore, les séquelles pourraient s'aggraver avec le temps. 6% seulement des patients de Wuhan étudiés avaient des problèmes rénaux durant leur hospitalisation, mais cette proportion avait grimpé à 35% 6 mois après leur contamination. La situation est plus alarmante chez les personnes atteintes d'une forme grave de la maladie. Certains n'avaient toujours pas récupéré la totalité de leur fonction vitale, tandis que d'autres présentaient du diabète, ce qui ne leur avait jamais été diagnostiqué jusqu'ici. Pour les auteurs de cette recherche, un échantillon plus large et un suivi plus long des patients étaient nécessaires pour mieux analyser les effets de cette maladie au long cours. Et justement, restons dans l'actualité liée au Covid-19 avec l'appel de plusieurs épidémiologistes chinois et américains à une coopération mondiale pour lutter contre l'épidémie. Ces médecins ont en effet échangé mardi soir à l'occasion d'une conférence en ligne organisée par l'Université d'Édimbourg. Zhong Nanshan, éminent expert chinois en maladies respiratoires, et Anthony Fauci, expert américain en maladies infectieuses, ont appelé à la solidarité et à la coopération mondiale pour lutter contre le Covid-19. Les épidémiologistes ont échangé leur point de vue lors d'une conversation en ligne organisée mardi soir par l'Université d'Édimbourg. Les deux parties estiment que la coopération mondiale est essentielle dans la lutte contre l'épidémie. Le nouveau coronavirus est un ennemi de toute l'humanité, a déclaré Zhong Nanshan, académicien de l'Académie chinoise d'ingénierie et expert de premier plan dans la recherche sur les maladies respiratoires en Chine. Si le coronavirus se propage encore dans certains pays, on ne peut pas dire que le Covid-19 soit entièrement contrôlé à l'échelle mondiale. Si nous voulons mettre fin à cette épidémie, nous avons besoin que les décideurs de chaque pays prennent des décisions appropriées, fondées sur la science et les preuves. Tout le monde devrait faire de son mieux. Nous avons donc besoin d'une solidarité mondiale,
Avec la mise au point et la commercialisation des vaccins, il faudra au moins 2 à 3 ans pour obtenir une immunité collective dans le monde entier, a déclaré Zhang Nanshan. Les deux parties ont également convenu que l'équilibre entre le développement économique et la prévention et le contrôle des épidémies est un défi mondial et qu'un retour précipité à la vie normale pourrait entraîner une réaction violente de l'épidémie. L'année dernière, 2 mois après que l'épidémie était pratiquement sous contrôle, nous avons rouvert notre économie et repris les cours, a ajouté Zhang Nanshan. Il a affirmé que dans 1 an, il y aurait un grand changement. Nous avons réussi par le passé grâce à une coopération mondiale contre la variole, la polio et la rougeole. Il n'y a aucune raison dans le monde pour que nous ne puissions pas faire la même chose avec le Covid-19 par une combinaison de mesures coopératives de santé publique et l'application de la science pour obtenir des interventions sous la forme de vaccins et de thérapies et d'autres types d'interventions, a affirmé Anthony Fauci. Certaines très bonnes nouvelles sont le rôle que les sciences fondamentales de base et cliniques ont joué pour apporter une solution potentielle et réelle aux problèmes. Et c'est dans le développement de vaccins très efficaces, non seulement par les États-Unis, mais aussi par la Chine, la Russie, l'Inde et d'autres pays. Actuellement, aux États-Unis et dans le monde entier, nous avons des vaccins qui ont un degré d'efficacité très élevé et un bon profil d'innocuité. Je sais que nous allons pas faire vacciner tout le monde en 1 an, mais j'espère que nous supprimerons la dynamique de cette épidémie au point qu'elle ne sera peut-être pas éliminée, mais qu'elle sera extraordinairement bien contrôlée, de sorte qu'il puisse y avoir quelques pas vers la normalité, a conclu Anthony Fauci. Au cours de l'année écoulée, les départements du Conseil des affaires d'État ont adopté 3700 motions et propositions soumises par les députés et les conseillers politiques nationaux. Des mesures qui ont mené à de belles réalisations, notamment en matière de lutte contre la pauvreté ou encore de réglementation du marché immobilier. Les départements du Conseil des affaires d'État ont traité plus de 8000 motions des députés à l'Assemblée populaire nationale et plus de 4000 propositions des membres du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois en 2020. Ils ont également déployé 1500 mesures couvrant l'éradication de la pauvreté, la gestion des urgences sanitaires et d'autres secteurs. Au cours de l'année écoulée, les départements du Conseil des affaires d'État ont adopté 3700 motions et propositions soumises par les députés et les conseillers politiques nationaux, menant à des réalisations dans la gestion de la sécurité sociale, l'amélioration de la vie urbaine, la réglementation du marché immobilier, ainsi que la sécurité alimentaire nationale et l'éradication de la pauvreté. Le vice-ministre du Logement et du Développement urbain et rural a déclaré « En 2020, la Chine a rénové 40 300 anciens lotissements urbains, entraînant des améliorations pour 7 360 000 ménages, dépassant ainsi l'objectif fixé dans le rapport de travail du gouvernement de rénover 39 000 lotissements. » Au milieu de la pandémie, la sécurité alimentaire, la prévention et le contrôle des épidémies sont passés sous le feu de la rampe. En réaction, le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales a déclaré que le contrôle par le pays des maladies épidémiques chez les animaux était généralement stable l'année dernière. En 2020, 19 cas de peste porcine africaine ont été signalés en Chine, ce qui a mené à l'abattage de 14 000 bêtes, une importante diminution par rapport aux années précédentes. En effet, en 2019, 63 cas de peste porcine africaine avaient été signalés et 390 000 porcs avaient été abattus. Li Hangjin, vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, a déclaré pour sa part « Nous continuerons de surveiller la peste porcine africaine, la grippe aviaire hautement pathogène et d'autres importantes maladies épidémiques chez les animaux. » Alors que les 2 sessions de cette année débutent cette semaine, le gouvernement affirme qu'il continuera à transformer les voix du peuple en mesures et en actions, en plus de tout mettre en œuvre pour mieux soutenir le bien-être de la population. Et d'ailleurs, l'Assemblée populaire nationale, APN, le plus haut organe législatif du pays, organisera une conférence de presse jeudi. À la veille de l'ouverture de sa session annuelle, un porte-parole répondra aux questions des journalistes chinois et étrangers. La conférence de presse est prévue à 21h40 par liaison vidéo et sera retransmise en direct par le China Media Group. Et malgré la crise diplomatique qui dure depuis maintenant plusieurs semaines, la Chine reste le plus grand partenaire commercial des États-Unis. Les exportations américaines vers la Chine ont en effet augmenté de près de 17% en 2020, totalisant plus de 124 milliards de dollars. Il s'agit du montant le plus élevé depuis 2017.
La Chine a de nouveau été le principal partenaire commercial des États-Unis l'an dernier, en grande partie grâce à une augmentation des exportations américaines vers la Chine selon les derniers chiffres américains. Les exportations des États-Unis vers la Chine ont augmenté de près de 17% en 2020, totalisant plus de 124 milliards de dollars. Il s'agit du montant le plus élevé depuis 2017. L'ancien président Trump en était à sa première année au pouvoir lorsque les exportations ont atteint un total record de plus de 130 milliards de dollars. Cependant, c'était bien sûr l'année avant la guerre commerciale qui a sanctionné les exportateurs américains en 2018 et 2019, mais qui leur a profité en 2020. Une grande partie de l'enjeu était due au soja, une exportation qui a été l'une des plus grandes armes dans ce conflit commercial. Les exportations de soja sont tombées de 12,36 milliards de dollars en 2017 à 3,24 milliards de dollars en 2018 en raison des droits de douane chinois. Mais en 2020, le total a rebondi à un niveau record de 14,2 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande exportation américaine vers la Chine. Les exportations de pétrole des États-Unis ont également rebondi, augmentant de plus de 133% l'an dernier, malgré le ralentissement causé par la pandémie. En 2019, la Chine est passée de l'achat de 4,4% de pétrole américain à 13% en 2020. D'autres exportations ont également augmenté les ventes de plus d'1 milliard de dollars chacune, y compris les puces d'ordinateurs, les machines et pièces pour les fabriquer, les gaz pétroliers, y compris le GNL, le platine non travaillé, le coton et le maïs. Les importations en provenance de Chine ont également diminué l'an dernier, ce qui signifie que le déficit commercial des États-Unis est tombé à son plus bas niveau depuis 2011. À 310 milliards de dollars, c'est toujours le plus important déficit commercial au monde, mais le président Biden sera sans doute heureux d'hériter d'un déclin. On ne sait toujours pas ce que le nouveau président va faire au sujet des droits de douane que son prédécesseur, Donald Trump, a imposé sur 350 milliards de dollars de marchandises chinoises. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a espéré que les États-Unis supprimeraient ces droits de douane et lèveront leurs sanctions contre les entreprises chinoises et les établissements de recherche et d'enseignement. Il a dit que la Chine était contente du plus grand succès des entreprises américaines en Chine et continuerait à améliorer l'environnement des affaires pour elles. Et les États-Unis ne sont pas les seuls à faire affaire avec la Chine, les entreprises européennes également, et ces dernières profitent de la reprise du marché chinois pour se relancer en cette période difficile. De plus en plus d'entreprises européennes profitent de la reprise rapide du marché chinois et ce dernier a joué son rôle en aidant l'économie de l'Union européenne à se remettre sur les rails. Voilà ce qu'a déclaré un expert allemand à Xinhua. La Chine peut jouer un rôle assez important. Les entreprises européennes, en particulier de l'industrie automobile et de l'industrie du luxe, bénéficient actuellement de la reprise du marché chinois, a expliqué Jost Wiebeck, directeur de Sinolytics, un cabinet de conseil basé à Berlin et spécialisé sur la Chine, avec un accent particulier sur la transformation technologique et numérique du pays. Pour la reprise économique, il est très important que les pays de l'Union européenne maîtrisent la pandémie et fassent avancer la campagne de vaccination. La première chose à faire est de faire nos devoirs, a déclaré Jost Wiebeck. Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne, a indiqué que la Chine était devenue le principal partenaire commercial de l'Union européenne l'année dernière, dépassant les États-Unis. Toujours selon Eurostat, les importations du bloc en provenance de Chine ont augmenté de 5,6% d'une année sur l'autre à 383,5 milliards d'euros, soit 462 milliards de dollars l'année dernière. Et les exportations ont augmenté de 2,2% à 202,5 milliards d'euros. Dans le même temps, le commerce de l'Union européenne avec les États-Unis a connu une baisse substantielle dans les deux sens. L'évolution récente n'est pas totalement surprenante, a souligné Eurostat, ajoutant que la Chine était le deuxième partenaire commercial de l'Union européenne en 2019, avec une part de près de 14%, tandis que les États-Unis représentaient environ 15% à l'époque. Alors que l'économie chinoise se remet plus rapidement de l'impact de la pandémie que d'autres pays, les exportations et les importations entre l'Union européenne et la Chine ont augmenté, en particulier les importations de l'Union européenne en provenance de Chine, tandis que la croissance des exportations vers la Chine a été un peu plus modérée, a souligné Jost Wiebeck.
Par ailleurs, a-t-il indiqué, deux tendances dirigent le développement continu du volume des échanges. D'une part, la reprise de la Chine au deuxième trimestre de l'année dernière, qui a créé une demande stable pour les produits européens, en particulier les automobiles et les produits de luxe. D'autre part, le confinement prolongé en Europe, qui a créé une énorme demande pour les produits électroniques, de divertissement et de santé, dont beaucoup sont fabriqués en Chine. En Chine, le ministère de l'Agriculture a donné les grandes lignes de la croissance du secteur rural. Au programme des plans de développement industriel, des villages modèles et des nouveaux objectifs, notamment celui de convertir 80% des matières premières agricoles en nouveaux produits pour éviter le gaspillage. D'ici 2025, les revenus de l'industrie de transformation des produits agricoles en Chine atteindront 32 milliards de yuan, soit environ 4 900 milliards de dollars, a annoncé le 1er mars le ministère de l'Agriculture et des Affaires rurales. L'équivalent de 80% de matières premières agricoles sera converti en nouveaux produits, minimisant ainsi la quantité de matières premières gaspillées. La Chine développera également des ensembles industriels dans les campagnes, a déclaré lors d'une visioconférence Liu Hongxin, vice-ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales, à l'occasion de la présentation du plan quinquennal de développement industriel rural du pays. La valeur de production de chaque ensemble industriel dépassera 1000 milliards de yuan, soit environ 15,4 milliards de dollars. Selon Liu Hongxin, plus de 4 milliards de voyages touristiques annuels devraient être effectués dans les zones rurales d'ici 2025, avec des revenus dépassant 1200 milliards de yuan, ajoutant que les régions rurales comptent inciter plus de 15 millions de personnes à revenir dans leur région natale et à y créer des entreprises. Les zones rurales sont encouragées à concevoir des plans de développement industriel et à créer des pépinières d'entreprises pour les personnes qui reviennent dans leur région d'origine, des parcs industriels agricoles modernes et des villages modèles afin de promouvoir une industrie rurale de haute qualité. Dans le même temps, a souligné la conférence, le développement des grandes entreprises est également vital et les problèmes liés à l'utilisation des terres et aux prêts doivent être résolus. La résolution des conflits entre les agriculteurs et les entreprises par le partage des bénéfices permettra aussi aux habitants des zones rurales de gagner plus d'argent. Selon l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, les dépôts de brevets chinois sont de plus en plus nombreux. Au total, 68 720 demandes ont été faites l'année dernière, soit une hausse de 16,1% en un an, des chiffres qui placent la Chine en tête dans l'innovation technologique. Selon un rapport de l'OMPI publié le 2 mars, les dépôts de brevets chinois via l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle ont continué de croître l'année dernière, malgré la pandémie de Covid-19, témoignant d'une forte persévérance dans l'innovation. Le rapport a également montré que la Chine et les États-Unis sont les deux principaux utilisateurs qui ont connu une croissance marquée des dépôts de brevets en 2020. La Chine a déposé 68 720 demandes, en hausse de 16,1% sur un an et est resté le plus grand utilisateur du traité de coopération en matière de brevets de l'OMPI, un système qui aide les déposants à chercher une protection de leurs brevets au niveau international. Les États-Unis suivent avec 59 230 demandes, en hausse de 3% d'une année sur l'autre. Les autres principaux utilisateurs sont le Japon avec 50 520 demandes, en baisse de 4,1%, et l'Allemagne avec 18 643 demandes, en baisse de 3,7%. Les demandes au titre du traité de coopération en matière de brevets sont une mesure largement utilisée pour mesurer l'activité innovante. Le total des demandes de brevets internationales déposées via le système a augmenté de 4% l'année dernière pour atteindre 275 900, un niveau record malgré une baisse estimée du PIB mondial. Le géant chinois des télécommunications Huawei Technologies a été le principal déposant de demandes pour une 4e année consécutive en 2020. Par ailleurs, 5 des 10 établissements universitaires ayant déposé le plus de demandes l'année dernière dans le monde sont chinois, avec notamment l'université de Shenzhen dans la province du Guangdong au sud de la Chine, l'université Tsinghua à Beijing et l'université de Zhenjiang à Hangzhou, la capitale de la province du Xinjiang à l'est de la Chine. 7, c'est le nombre d'heures de sommeil des jeunes Chinois en moyenne, un chiffre bien insuffisant pour les autorités du pays. Alléger les charges scolaires, reporter les heures des débuts de cours, voilà quelques-unes des propositions pour remédier à ce problème croissant.
Selon un nouveau rapport, le manque de sommeil chez les enfants et les adolescents en Chine s'est aggravé au cours de la dernière décennie. Plus de 80% d'entre eux ne dormant pas suffisamment pendant les jours d'école. Les jeunes Chinois dorment en moyenne 7 à 8 heures par nuit pendant les jours d'école, soit une baisse de 30 minutes par rapport à 2009. C'est ce qu'a révélé le rapport publié le 1er mars par l'Institut de psychologie de l'Académie chinoise des sciences. Les chercheurs ont interrogé plus de 15 800 enfants des provinces du Henan, du Hebei et du Guangdong d'avril à juillet, leur demandant à quelle heure ils se couchent et se réveillent les jours où ils suivent des cours d'école. Seuls 46,4% d'entre eux dorment au moins 8 heures contre 47,4% en 2009. D'après un plan d'action définissant les mesures à prendre de 2019 à 2030 pour promouvoir la santé des citoyens, il est recommandé aux élèves des écoles primaires de dormir au moins 10 heures par nuit. Pour les collégiens et les lycéens, les durées de sommeil recommandées par nuit sont respectivement de 9 et 8 heures. Selon ces normes, a indiqué le rapport, plus de 95% des élèves des écoles primaires, près de 91% des collégiens et 84% des lycéens ne dorment pas suffisamment pendant les jours d'école, ce qui augmente le risque de développer des problèmes de santé cognitifs, mentaux et physiques. Woon Jingqing, chercheuse à l'Université nationale des sciences de l'éducation, qui a co-rédigé l'étude, a suggéré que les autorités locales mettent en œuvre les mesures ordonnées par le ministère de l'Éducation, telles qu'alléger les charges scolaires, reporter les heures de début des cours et favoriser l'inscription des enfants dans des écoles plus proches de chez eux afin de prolonger les durées de sommeil. En ce qui concerne l'impact de l'épidémie de Covid-19 sur le sommeil, elle a déclaré que les recherches disponibles à l'étranger montrent que les fermetures d'écoles forcées par l'épidémie de Covid ont offert 2 heures de sommeil supplémentaires aux jeunes élèves qui étudient à la maison. En Chine, a-t-elle encore noté, certaines études n'ont révélé aucune différence évidente dans les habitudes de sommeil des élèves avant et après la réouverture des écoles. C'est la fin de notre journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en vous abonnant en bas à droite de notre vidéo et en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos programmes sur Mandarin TV. Très belle journée ou très belle soirée avec Mandarin TV.